Merci d'être au rendez-vous d'Économie, le MAC sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, les interminables discussions entre l'Iran et les grandes puissances. Elles ont, on le sait, dépassé la date butoir. Accord ou pas, la question des sanctions contre Téhéran aura rythmé les pourparlers. Quelles seraient les conséquences de leur levée, même partielle? On se penche sur ce dossier dans un instant. Et puis gros plan aussi sur les investissements iraniens dans le domaine militaire. Ils sont colossaux, un quart du budget de l'État. Programme balistique, interventionnisme aux quatre coins du Moyen-Orient. Le régime des ayatollahs dépense sans compter. Est-ce un fardeau économique plus lourd que les sanctions? Élément de réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On commence par l'essentiel de l'actu éco du jour. En Europe d'abord, où c'est ce mercredi que l'Union européenne ferme un chapitre vieux de 31 ans, celui de l'encadrement de la production laitière, un système de quotas qui limitait la production sur le vieux continent. Et si ce virage était acté depuis 2008, eh bien les exploitants sont inquiets. La concurrence mondiale pourrait provoquer un brusque écroulement des prix, même si il est vrai que la demande mondiale augmente fortement, et notamment en Asie. Pas de quoi rassurer toutefois certains éleveurs français. On va se trouver vers une surproduction. D'ailleurs, on s'en rend compte actuellement puisque les prix se cassent la figure d'une manière énorme, phénoménale, puisque maintenant on nous propose des prix pour avril de 27 centimes le litre de lait, alors qu'il faudrait qu'on soit payé 45 centimes. Ouais, la France, deuxième producteur de lait de vache en Europe avec 20%. Notez par ailleurs, toujours en France, que les immatriculations de voitures neuves ont bondi de 9,3% en mars. Remous aussi de l'activité manufacturière en zone euro en mars également. Et c'est à Paris que se tiendra à la fin de l'année la très attendue conférence sur les changements climatiques. Hier, c'est à la date limite fixée dans le calendrier des négociations que Washington a publié ses objectifs de contribution. L'administration Obama s'engage à réduire de 26 à 28% les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis d'ici 2025 par rapport à 2005. Les États-Unis, deuxième plus gros pollueur après la Chine, et qui veulent effacer l'échec de Copenhague il y a 6 ans. Le fait est que ce genre d'accord que le président a obtenu avec la Chine aura un impact positif sur la pollution au carbone, sur la qualité de l'air pour les Américains, avec un impact positif sur notre économie. C'est pour cela que le président est aussi offensif. Et nous espérons le soutien du Congrès. Voilà, objectif ambitieux, mais il faudra convaincre le Congrès. En bref, l'Argentine et en particulier Buenos Aires, la capitale, paralysée par une grève des transports et de certains autres services. Un mouvement de protestation contre le niveau d'imposition des salaires et contre l'inflation qui plombe le pouvoir d'achat. Trains de banlieue, métro, autobus, mais aussi stations-service et banques sont concernés. Il y a un intérêt total des activités. Il n'y a pas d'institutions financières qui opèrent dans le pays, puisque les travailleurs bancaires sont parmi les plus touchés par cette taxe du travail, étiquetée comme impôt sur le revenu. L'actualité en Afrique et outre le dénouement électoral au Nigeria, c'est en Éthiopie que se tenait lundi et mardi le 18e sommet du marché commun de l'Afrique orientale et australe, le COMESA. 20 pays, un demi-milliard d'habitants et l'objectif d'accélérer l'intégration régionale, augmenter les échanges et renforcer l'industrialisation ainsi que le recours aux nouvelles technologies. Écoutez. Nous avons délibéré sur les problématiques qui concernent nos régions, l'industrialisation, le futur de notre marché commun, et je crois que nous nous sommes entendus sur la façon d'améliorer la valeur ajoutée et la diversification à travers des stratégies et des outils pour intégrer nos économies et améliorer ainsi notre accès à la chaîne de valeur globale. Voilà, ça se passait à Addis Abeba. Et dans le même temps, en Asie, rapprochement en vue entre l'Indonésie et le Cambodge, deux pays quasiment voisins, mais aux échanges jusqu'ici moribonds. Leurs ministres des Affaires étrangères, vous le voyez, se sont rencontrés aujourd'hui à Phnom Penh. Au menu des entretiens, l'ouverture d'une ligne aérienne directe et le commerce du riz. Nous voulons accroître nos échanges qui atteignent seulement aujourd'hui $1,5 million. Et j'ai exhorté l'Indonésie à acheter plus de riz du Cambodge, car nous avons environ 4 à 5 millions de tonnes de riz en surplus chaque année. Voilà, et puis en Israël, c'est une première depuis 2 ans et demi. Le salaire minimum augmente de 8% ce mercredi, 4 650 shekels mensuels, $1 170. Notez aussi que le groupe canadien DH Corporation rachète la société israélienne Fontech, spécialiste des technologies financières, pour un montant d'1 milliard et 250 millions de dollars.
Allez, c'est le 1er avril. Pas de blague, c'est l'heure du bilan du premier trimestre pour les marchés financiers avec Eric Levin depuis Paris. Bonjour Eric, aucun doute à un trimestre marqué par la chute de l'euro face au dollar. Oui, tout à fait, David. Alors, c'est la fin donc, du premier trimestre avec déjà un commentaire sur ce premier trimestre qui a vu l'euro se déprécier de 11% par rapport au dollar, ce qui est énorme. C'est la pire performance de l'euro en un trimestre depuis le début de son existence. Il faut dire qu'il y a vraiment une déconnexion entre les politiques monétaires américaines et les politiques monétaires européennes. Aux États-Unis, on va de plus en plus vers une hausse des taux, c'est-à-dire vers une politique monétaire restrictive. Et puis, en Europe, c'est bien sûr le quantitative easing qui a permis cet effondrement de l'euro. Alors bien entendu, les bourses européennes ont largement performé, voire surperformé au cours du premier trimestre, puisque si l'on regarde les grands indices européens, ils gagnent entre 16 et 22%. Du côté des États-Unis, c'est un petit peu plus calme, puisqu'on a une stabilité quasiment complète des indices américains. Il faut dire qu'aux États-Unis, la baisse de l'euro, c'est-à-dire le renchérissement du dollar, commence à peser et on se dit que les résultats des entreprises américaines pour le premier semestre ne devraient pas être fameux. Ouais, l'euro faible qui n'arrange pas forcément une Amérique en reprise. Merci beaucoup Eric. On en vient au dossier du jour. La crise remonte à bientôt 13 ans maintenant avec les révélations sur les sites nucléaires secrets en Iran. Et depuis, Téhéran et l'Occident sont engagés dans un bras de fer. La confusion régnait encore ces dernières heures quant à l'issue des négociations en Suisse. Gros plan sur le volet économique de ces discussions. Les sanctions contre l'Iran, quel impact ont-elles réellement sur l'économie locale et à quoi s'attendre en cas de levée? On regarde ces éclairages d'Anthony Lesme. Pas de remontée en vue pour les prix du pétrole. Le Brent a perdu plus d'$1 ces derniers jours, passant sous la barre des $55. L'autre valeur pétrolière, le WTI, est en dessous des $48. La perspective d'un accord avec l'Iran fait craindre au marché une saturation de la demande. Téhéran se dit en effet prêt à augmenter sa production d'1 million de barils par jour d'ici quelques mois. Tout dépend bien sûr si les sanctions étaient levées partiellement ou totalement. Le ministre russe des Affaires étrangères a exposé les différents cas de figure. Je pense que les sanctions devraient être suspendues sitôt un accord trouvé. Pour les supprimer, il y a différentes options. Soit les lever totalement, soit les suspendre temporairement avant de les supprimer légalement. Mais en pratique, cela devrait signifier que les sanctions devraient être levées et ne devraient pas interférer sur le commerce légal et l'activité économique entre l'Iran et ses partenaires étrangers. En cas d'échec à Lausanne, les républicains américains ont prévenu. Les sanctions seront renforcées et mèneront la vie dure aux Iraniens. Jusqu'ici, sous l'impulsion de Rouhani, l'économie avait réussi à retrouver le chemin de la croissance en 2014, après 2 années de récession, au prix d'une augmentation d'impôts et de l'arrêt de nombreuses subventions. Si l'Iran peut survivre économiquement à de nouvelles sanctions, la situation sociale déjà minée par le chômage et la vie chère pourrait se durcir. A l'inverse, en cas d'accord, la croissance pourra dépasser les 5% selon plusieurs économistes. Les investissements étrangers au point mort en Iran pourraient en effet se bousculer sur un marché de plus de 80 millions d'habitants. C'est le cas notamment pour l'Europe et la France. Paris a fort à gagner dans ce dossier puisqu'elle était avant 2012 l'un des principaux partenaires commerciaux du pays. Alors plus haut en 2006, les échanges entre l'Hexagone et la République islamique s'élevaient à 4,5 milliards d'euros contre moins de 400 millions en 2012. De nombreuses entreprises, notamment des constructeurs automobiles comme Renault et Peugeot, avaient quitté le pays à contre-cœur. Un retour attendu pour bon nombre de compagnies occidentales en territoire iranien, à l'affût bien sûr de ce marché. Nous sommes en ligne avec Thierry Coville. Bonjour. Oui, bonjour. Chercheur à l'IRIS, professeur d'économie à Novansia et spécialiste de l'Iran. Alors on parle d'un dossier complexe, périlleux. D'abord, est-ce que la levée des sanctions, c'était l'objectif prioritaire de Rouhani? C'est ce qui a guidé finalement les discussions? Oui, c'est sûr que lors des élections présidentielles, il a promis de régler la question du nucléaire par les sanctions. Par les négociations pour arriver à lever les sanctions. Donc ça fait partie de ses engagements lors de l'élection présidentielle. Ouais. Et concrètement, que peut espérer l'économie iranienne d'une levée de ces sanctions en termes de croissance, en termes aussi, on l'a dit, de retour des investissements étrangers et puis en termes de diversification aussi de l'économie? Oui, alors déjà, je voudrais dire, il faut, par contre, je pense que c'est une erreur, parce que je lis ça un petit peu dans la presse ici en France, de croire que en mettant plus de sanctions, ça va régler le problème. L'économie iranienne s'est diversifiée notamment à cause des sanctions, donc elle a des capacités de résistance. Alors, qu'est-ce que peuvent l'impact d'une levée des sanctions?
pense qu'il va être limité en termes de croissance parce que, comme vous le savez, le prix du pétrole s'est effondré depuis la mi-2014. Donc, je veux dire, en termes de croissance, on a un effet quantitatif limité, genre la croissance, au lieu d'être 1%, elle sera peut-être 2-3%. Ouais. Par contre, c'est un effet sur la... Oui, continuez. C'est un effet sur la confiance, surtout, qu'elle pourrait attendre. S'il y a une levée des sanctions, il y aura un plus grand optimisme de la part des acteurs économiques iraniens. Et donc, effectivement, ça peut avoir un impact positif sur le taux de change. Et puis également, ce qu'on peut attendre, c'est plus de contrats avec les entreprises étrangères dans l'automobile ou dans l'énergie. Ouais. Alors justement, le grand retour de l'Iran sur le marché du pétrole, est-ce que ça pèsera quand même sur les cours? On sait que les marchés anticipaient un accord ces derniers jours avec à la clé un nouveau recul des cours. Je ne crois pas, là. Je pense quand même qu'on est arrivé très très bas. Hein. Mais c'est vrai que la levée des sanctions sur le pétrole intervient dans un contexte de prix du pétrole très faible. Comme je vous le dis, effectivement, ce qui fait que quantitativement, l'impact risque pas d'être énorme sur la croissance en Iran. D'ailleurs, la croissance s'annonce assez faible à cause de cette baisse du prix du pétrole pour 2015. Moi, je pense que c'est plutôt aux alentours de 1%. Et avec une levée des sanctions, je pense qu'on peut atteindre 2-3%. Donc l'effet quantitativement sur la croissance ne sera pas énorme. Ouais. Et les questions socio-économiques, elles sont au cœur, selon vous, des préoccupations du pouvoir aujourd'hui. La poursuite des sanctions, est-ce que c'est un facteur de déstabilisation? Non, si vous voulez, franchement, je raisonne en tant qu'économiste, hein, je travaille sur la société iranienne. L'idée occidentale, plus on met de sanctions sur l'Iran et plus il y aura de risques de crise sociale majeure et que ça fait peur au régime, c'est pour ça qu'il va négocier. Je pense que c'est une erreur de diagnostic, dans le sens où il y aura toujours des gens pour acheter le pétrole en Iran. On va dire la Chine et l'Inde continuent à acheter du pétrole iranien. Comme je l'ai dit, l'Iran échange de plus en plus avec ses voisins, il fait des sanctions. L'Irak est un gros marché pour les exportations iraniennes. Ouais. L'économie iranienne s'est diversifiée sous l'impact des sanctions. Donc il y a un nationalisme très fort en Iran, même si les gens sont mécontents. Donc, à mon avis, ce point de vue est faux. Merci beaucoup Thierry Coville d'avoir répondu à nos questions. Alors les sanctions n'expliquent pas tout. L'Iran doit aussi sa situation économique à certains choix budgétaires, dont l'armée, l'appareil militaire et bien sûr le très coûteux programme nucléaire également. Téhéran y a englouti ces dernières années une large partie de ses richesses au détriment d'autres postes. Mathias Inbar passe en vue pour nous cet éventail de dépenses. Un marché de 80 millions de personnes, troisième producteur de pétrole au monde, et des relations étroites avec les plus grandes puissances comme la Chine et la Russie et des États émergents comme l'Inde et le Brésil. Alors pourquoi l'Iran connaît un tel marasme économique? Certains y verront les effets des sanctions imposées par la communauté internationale, d'autres y pointeront du doigt plutôt les fardeaux de l'économie iranienne et surtout ce pourquoi l'Iran, une fois ces mêmes sanctions levées, inquiète les Occidentaux. Premier fardeau, les dépenses de son programme balistique. Si des milliers de Fajr sont fournis au Hezbollah libanais et au Hamas palestinien, d'autres accords faramineux peuvent inquiéter. En 2009, la Corée du Nord vend au Pasdaran sa technologie de missiles intercontinentaux. Coût pour l'Iran, 11 milliards de dollars. Deuxième fardeau, le budget consacré à l'appareil militaire. Il devrait s'élever à 20,7 milliards de dollars, ce qui représente 23,3% du budget de l'État. Devrait, parce que l'interventionnisme iranien en Syrie aurait déjà coûté au régime de Mollah 17 milliards de dollars. Un budget d'1,5 milliard de dollars serait alloué chaque mois au combat contre les djihadistes et autres rebelles syriens. À cela, il faut ajouter le soutien financier au Hamas de l'ordre d'1 milliard de dollars et les quelques 30 milliards de dollars au Hezbollah au cours des 30 dernières années. Troisième fardeau, le coût de son programme nucléaire. Officiellement, il s'élève à 207 millions de dollars. Selon la plupart des experts, le volet militaire de ce programme controversé serait pourtant évalué à plus de 100 milliards de dollars. Une stratégie agressive qui plombe l'économie iranienne. Avec la levée partielle des sanctions, cela lui donnerait au contraire un poids supplémentaire pour renforcer sa puissance. Une économie en grande partie au service de ses objectifs stratégiques. On passe tout de suite au Media Watch. Et un programme spécial geek pour la revue de presse aujourd'hui. Bonjour Léa Volbert. Bonjour. Vous nous parlez du marché des wearables. Exactement, c'est un marché en pleine expansion. On parle des accessoires vestimentaires électroniques, les montres, les bracelets, les lunettes, tout ça on connaît, ce sont pour les plus sobres. Mais bientôt, il faudra également compter avec les t-shirts, les chaussettes, les chapeaux électroniques. Et à l'allure à laquelle évolue le high-tech, eh bien, dans les années à venir, pas mal d'autres devraient arriver sur le marché. La preuve,
preuve avec cette étude du cabinet de recherche IDC. En 2014, presque 20 millions de wearables vendus, près de 46 millions devraient s'écouler cette année et c'est un chiffre qui pourrait tripler d'ici 2019. On pense bien entendu à l'Apple Watch dont le lancement tant attendu arrivera finalement le 24 avril prochain, dans peu de temps. Ça y est, c'est sûr, c'est définitif. Et ce qui est sûr aussi, c'est que cette industrie du wearable a de beaux jours devant elle. Voilà, restez connectés. Et puis on parle aussi, Léa, de l'incroyable pouvoir de Twitter sur la bourse, sur les marchés financiers. Exactement, qui a été vérifié avec ce tweet d'Elon Musk, le PDG de Tesla, les voitures électriques. 115 caractères, pas un de plus pour annoncer la présentation d'un nouveau produit le 30 avril prochain. Un produit qui ne sera pas une voiture, selon le tweet. À peine 10 minutes plus tard, le cours de Tesla affiche une croissance de 4%. Ouais, ça fait beaucoup. Merci beaucoup, Léa Volbert, et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News. Gros plan notamment sur le tourisme en Israël avec la fête de Pessah. Et l'info continue d'ici là. Restez avec nous.